Bonjour à tous. Vous êtes déjà monté dans le métro parisien et vous êtes dit « Et si quelque chose tournait mal ?» Moi, je ne me posais jamais cette question. Jusqu'au jour où ma vie a basculé dans une station bondée au cœur de Paris. Ce jour-là, je croyais simplement prendre une rame comme d'habitude. Mais quelques minutes plus tard, j'étais accusée d'une chose terrible. Et tout ça à cause de mon français maladroit. Vous savez, quand on apprend une langue, on a souvent peur de se tromper. On se dit « Les gens vont rire de moi, je vais avoir l'air ridicule, ou encore pire. Et si je dis quelque chose de travers et que ça se retourne contre moi ?» Eh bien moi, ce cauchemar est devenu réalité. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment un trajet banal dans le métro parisien s'est transformé en véritable désastre, comment je me suis retrouvée au milieu d'une foule en colère et surtout, comment cette expérience m'a donné l'une des plus grandes leçons de français de ma vie. Alors, si vous avez déjà eu peur de parler, si vous vous êtes senti paralysé devant un mot inconnu, restez avec moi. Parce que ce qui m'est arrivé pourrait bien vous arriver aussi. Et je vais vous montrer comment j'ai transformé ma honte en force et mon désastre en apprentissage. Je me souviens encore de ce matin-là, comme si c'était hier. C'était un lundi gris de novembre, le genre de journée où la pluie fine colle aux vitres et où l'air froid s'infiltre jusque dans vos os. J'avais cours à l'université et je devais traverser Paris en métro. Rien de spécial, pensais-je. Juste un trajet quotidien, comme des milliers de Parisiens en font chaque jour. Je descendais les marches de la station République, avec mon sac sur l'épaule et mes écouteurs dans les oreilles. Le hall était bondé, les annonces résonnaient dans les haut-parleurs, et l'odeur caractéristique du métro, mélange de fer, de poussière et de parfums bon marché, m'enveloppait. J'étais encore à moitié endormie, répétant dans ma tête quelques phrases en français que j'avais apprises la veille. Tout aurait pu rester ordinaire, si je n'avais pas été témoin d'une scène qui a tout changé. Dans la cohue, une vieille dame trébucha juste devant moi. Son sac s'ouvrit brusquement, et des papiers, des pièces de monnaie, et même une baguette de pain roulèrent sur le sol sale de la station. Par réflexe, je me suis penchée pour l'aider. Mais au même moment, un autre voyageur pressé bouscula la dame et disparut dans la foule. Les gens autour s'arrêtèrent, intrigués. Et moi, maladroitement, je tenais son sac dans les mains, cherchant mes mots pour lui dire que je voulais seulement l'aider. « Je vous aide. Pardon, je pas volé. » ai-je balbutié dans un français cassé, la voix tremblante. La vieille dame me regarda avec des yeux écarquillés, comme si j'étais la coupable. Elle se mit à crier « Au voleur! Au voleur !» Et là, je sentis mon cœur s'arrêter. Les regards de dizaines de passants se tournèrent vers moi. Mon cerveau, complètement figé, cherchait désespérément les mots justes pour expliquer la situation. Mais rien ne sortait. Mes phrases étaient bancales, mes conjugaisons tordues, et plus j'essayais de parler, plus les gens fronçaient les sourcils. J'avais l'impression d'être piégée dans un cauchemar. Chaque seconde comptait, mais ma bouche refusait de collaborer. Une vague de panique monta en moi. Je n'étais plus une étudiante en langue. J'étais une étrangère suspecte, incapable de se défendre dans la langue du pays. Les minutes s'allongèrent comme des heures. Des voyageurs me dévisageaient, certains chuchotaient, d'autres semblaient déjà convaincus que j'étais la voleuse. Je voulais hurler. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste aider. Mais mes mots sortaient hachés, maladroits, incompréhensibles. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose douloureuse. Dans une situation critique, la barrière de la langue peut transformer la victime en coupable. Et moi, dans cette station de métro parisienne, j'étais prisonnière de mes propres lacunes en français. La vieille dame criait toujours, sa voix perçait le vacarme de la station. « Ô voleur! Ô voleur !» Les voyageurs s'arrêtaient, formaient un cercle autour de moi. Dans leurs regards, je lisais la suspicion, parfois même l'hostilité.
Je sentais mes joues brûler, mon souffle s'accélérer, et mes mains tremblaient toujours autour du sac que j'avais ramassé. Non, madame, je aidez-vous, balbutiai-je. Mais plus je parlais, plus je voyais l'incompréhension s'ancrer sur leur visage. Un homme d'une quarantaine d'années s'avança, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Elle a volé quelque chose? Demanda-t-il. La vieille dame hocha la tête frénétiquement. Je voulais hurler que ce n'était pas vrai, mais mes mots se heurtaient à une barrière invisible. Pas moi, je tombais, pas volé, dis-je en articulant mal, la voix brisée. Un rire nerveux jaillit quelque part dans la foule, puis un autre. J'avais l'impression que chaque erreur de grammaire, chaque mot mal prononcé, creusait ma tombe un peu plus. Je n'étais plus une personne innocente, j'étais devenue une étrangère ridicule, incapable de se faire comprendre. Je me souvenais de mes cours de français, des phrases apprises par cœur comme « Où est la bibliothèque ?» ou « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Mais aucune de ces phrases ne servait dans ce moment de panique. Je n'avais jamais appris à dire « Je ne suis pas une voleuse, je voulais juste aider ». Et chaque seconde qui passait renforçait la conviction des autres que j'étais coupable. Un agent de sécurité finit par arriver. Son uniforme bleu et son talkie-walkie imposaient le silence. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda-t-il avec autorité. La vieille dame, encore tremblante, expliqua rapidement sa version, qu'elle était tombée, que son sac avait été pris et que j'étais là, avec ses affaires entre mes mains. Tout dans son récit me désignait comme la fautive. Je tentais de répondre, mais mes mots se bousculaient. Non, pas moi. Aidez, elle tombait. L'agent fronça les sourcils. Mademoiselle, parlez clairement. Vous avez pris ce sac ou pas? Mon esprit criait. Dis-le, défends-toi. Mais ma bouche ne produisait que des fragments, des sons maladroits. L'humiliation me dévorait. Des dizaines de regards me transperçaient, certains compatissants, la plupart froids. Je me sentais étrangère, seule, minuscule. L'agent me demanda ma pièce d'identité. Mes mains tremblaient en fouillant mon sac. J'entendis des murmures. Elle a l'air suspecte. Regarde, elle n'arrive même pas à parler correctement. Chaque mot des autres tombait sur moi comme une pierre. Je voulais disparaître, ou mieux, que quelqu'un comprenne enfin que je disais la vérité. Mais personne ne semblait prêt à m'écouter. Mon accent, mes erreurs, mon hésitation me condamnaient. Et là, une pensée terrible me traversa. Et si ça se terminait au commissariat? Et si je me retrouvais accusée officiellement? Tout ça, juste parce que je ne sais pas m'exprimer? La peur m'étranglait. Je n'avais jamais ressenti une telle impuissance. L'agent m'emmena un peu à l'écart, mais la foule continuait de chuchoter derrière moi. Il répéta calmement « Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé. » Je pris une grande inspiration. C'était ma dernière chance, mais mon français me trahissait encore. Je marchais, elle tombait, moi aidé, ramasser sac, pas volé. Le regard de l'agent oscillait entre doute et lassitude. La vieille dame, de son côté, répétait « C'est elle, j'ai vu !» Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans mes tempes. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était plus seulement la peur d'être mal jugée. C'était la honte de ne pas avoir les mots, la frustration d'être réduite au silence dans une langue que j'essayais pourtant d'aimer. Jamais je ne m'étais sentie aussi étrangère, aussi vulnérable. Alors que je sentais le sol se dérober sous mes pieds, une voix claire s'éleva derrière moi. « Attendez, je l'ai vue, ce n'est pas elle !» Je me retournai brusquement. C'était une jeune femme, probablement étudiante comme moi, qui s'avança à travers la foule.
Elle expliqua rapidement qu'elle avait vu la scène. La vieille dame avait trébuché, et moi, j'avais simplement ramassé le sac. L'homme pressé qui l'avait bousculé était déjà parti depuis longtemps. Un silence s'installa. Les regards changeaient peu à peu, la suspicion se muait en doute, parfois même en gêne. L'agent fronça les sourcils, hésita, puis demanda « Vous confirmez, mademoiselle ?» La jeune femme hocha la tête fermement. « Oui, je confirme. Elle n'a rien volé. Elle voulait aider. » Je ressentis un soulagement immense, comme si l'air revenait brusquement dans mes poumons. Mais ce n'était pas fini. L'agent se tourna de nouveau vers moi. « Et vous pouvez expliquer ce que vous vouliez faire? » Je savais que c'était ma chance. Si je me taisais, on croirait que j'étais faible. Si je me trompais encore, on penserait que je n'étais pas crédible. Alors j'ai pris une inspiration profonde et j'ai dit, lentement, en articulant du mieux que je pouvais. Elle, tombée, son sac. Je voulais aider. Je pas voleuse. Ce n'était pas parfait. C'était même encore très approximatif. Mais c'était dit avec conviction, avec tout le courage que j'avais réussi à rassembler. Et pour la première fois depuis le début, j'ai senti que mes mots atteignaient leur cible. L'agent hocha la tête, rangea son carnet et rendit le sac à la vieille dame. Elle me lança un regard méfiant, sans un merci, puis s'éloigna dans la foule. Moi, je restais plantée là, encore tremblante, mais libre. La jeune femme s'approcha et me souffla doucement. « Tu t'es bien défendue. Mais fais attention. À Paris, si tu veux éviter les malentendus, il faut vraiment que tu oses parler, même avec des fautes. » Cette phrase résonna en moi comme un déclic. Je compris que le problème n'était pas seulement que je faisais des erreurs, mais surtout que je n'osais pas. Mes hésitations, mes balbutiements, mon accent tremblant, tout cela avait nourri le malentendu. À partir de ce moment, je pris une décision. Peu importe mes fautes, peu importe les regards, j'allais parler. Parce que rester silencieuse ou parler avec peur pouvait me coûter bien plus cher qu'une simple erreur de grammaire. Ce jour-là, dans le métro de Paris, je n'ai pas seulement échappé à une accusation injuste. J'ai découvert que ma plus grande barrière en français n'était pas la grammaire, ni le vocabulaire, mais la peur. Après cet épisode dans le métro, je ne suis pas rentrée chez moi comme d'habitude. J'étais trop secouée. Je me suis assise sur un banc, encore sous le choc, et je me suis demandé comment ai-je pu me retrouver coincée ainsi, incapable de me défendre. La réponse, je la connaissais déjà, j'avais peur de parler, et cette peur m'avait paralysée. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus jamais être prisonnière de mes propres silences. J'allais transformer cette humiliation en force. Étape 1. Accepter de faire des fautes. La première chose que j'ai comprise, c'est que je devais arrêter de rêver d'un français parfait avant d'oser parler. J'attendais toujours le bon moment, le bon vocabulaire, la phrase sans erreur. Mais ce moment n'arrivait jamais. Alors, j'ai décidé de me lancer, même si mes phrases ressemblaient à des puzzles incomplets. Je me répétais, « Une faute n'est pas une honte, c'est une marche vers le progrès. » Et chaque fois que je me trompais, au lieu de me juger, je notais la correction et je continuais. Étape 2. Pratiquer tous les jours, même en solitaire. Je n'avais pas toujours quelqu'un pour parler français avec moi. Alors j'ai inventé une méthode. Je me parlais à moi-même. Dans la rue, en cuisinant, même sous la douche, je décrivais ce que je faisais. Maintenant, je coupe les tomates, je vais sortir acheter du pain. Demain, j'ai un rendez-vous. Ça avait l'air ridicule, mais peu à peu, mon cerveau s'habituait à penser en français. J'ai aussi commencé à m'enregistrer. Au début, je détestais entendre ma voix, mon accent hésitant. Mais ensuite, j'ai découvert mes points faibles. La prononciation de R, les liaisons oubliées, le rythme trop haché. Chaque enregistrement devenait un miroir pour progresser.
Étape 3. Chercher l'interaction réelle. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée dans un petit café du quartier. J'ai commandé, j'ai demandé des détails sur le menu, j'ai même essayé de plaisanter avec le serveur. Il m'a regardé avec un sourire complice et m'a répondu naturellement. Ce n'était pas parfait, mais j'étais comprise. Et cette sensation m'a donné des ailes. À partir de là, j'ai multiplié les occasions, demandé mon chemin, discuté avec un voisin, participé à des groupes de conversation. Chaque interaction devenait un petit entraînement. Étape 4. Transformer les erreurs en leçons. Je me souviens d'une fois où j'ai dit « je suis froide » au lieu de « j'ai froid ». Tout le monde a éclaté de rire. J'étais gênée, bien sûr, mais ensuite, impossible d'oublier la bonne formule. J'ai compris que mes erreurs pouvaient devenir mes professeurs les plus fidèles. Alors, au lieu de fuir la honte, je l'ai apprivoisée. J'ai même commencé à garder un petit carnet de mes bourdes linguistiques, comme des trophées. Étape 5. Nourrir ma confiance par la répétition. La confiance ne vient pas en un jour, mais chaque petite victoire, un mot bien prononcé, une phrase comprise, une conversation réussie, construisait en moi une nouvelle assurance. Et plus je parlais, plus la peur reculait. Peu à peu, je me suis rendu compte que le français cessait d'être un mur infranchissable. Il devenait une porte ouverte, parfois grinçante, parfois lourde, mais toujours franchissable. Le vrai déclic. Le vrai déclic, je l'ai eu quelques semaines plus tard, dans le même métro. Une touriste perdue cherchait sa correspondance et n'arrivait pas à comprendre le plan. Je me suis approchée et, avec mon français encore imparfait, je lui ai expliqué le chemin. Elle m'a souri, soulagée, et m'a dit « Merci beaucoup, vous parlez très bien français. » Ce compliment, aussi banal soit-il, m'a bouleversée, parce que je savais que je ne parlais pas très bien. Mais j'avais osé, j'avais communiqué, et c'était suffisant. Ce que j'ai appris dans ce métro, c'est que parler une langue, ce n'est pas être parfait. C'est avoir le courage de se lancer, même avec des erreurs, parce que le silence est 1000 fois plus dangereux que les fautes. Et vous, qui me regardez aujourd'hui, je veux que vous reteniez ceci. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la communication. Parlez chaque jour, même avec vous-même. Considérez chaque erreur comme une victoire cachée. Créez vos occasions de pratiquer. Construisez votre confiance pas à pas, parce qu'un jour, comme moi, vous vous retrouverez peut-être dans une situation où vos mots seront votre seule défense, et à ce moment-là, vous serez prêt. Imaginez un instant. Vous marchez dans les rues de Paris, la Seine scintille sous le soleil, et vous entrez dans un café animé. Le serveur s'approche et cette fois, vous ne cherchez pas vos mots. Vous le regardez droit dans les yeux et vous commandez avec assurance. Un café crème, s'il vous plaît. Le serveur hoche la tête, sourit et continue son service. Rien d'exceptionnel en apparence. Mais pour vous, c'est une victoire immense. Parce que ce simple échange prouve que vous avez franchi une étape. Vous êtes capable de vous exprimer, de comprendre, de vivre le français au quotidien. Et chaque petite victoire de ce genre, accumulée jour après jour, construit une liberté nouvelle. C'est ça, le vrai cadeau de l'apprentissage. Ce n'est pas seulement parler une langue étrangère, c'est accéder à un monde entier. Grâce au français, vous pourrez lire des poèmes de Prévert dans leur version originale, rire devant un film sans sous-titres ou discuter des rêves et des peurs d'un ami francophone en allant au bout de la nuit. Et ce n'est pas tout. Maîtriser une langue, c'est aussi gagner en confiance dans votre propre vie. Chaque fois que vous osez parler malgré vos erreurs, vous entraînez votre courage.
Chaque conversation devient un rappel que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez. Un jour, peut-être, ce français que vous pratiquez avec hésitation aujourd'hui vous ouvrira une porte professionnelle. Vous passerez un entretien, vous obtiendrez un stage, vous saisirez une opportunité à l'étranger. Ou bien ce sera une rencontre inattendue, une amitié née dans le métro, un amour découvert au détour d'un café, une aventure qui n'aurait jamais existé sans vos mots, même imparfaits. Moi, ce que j'ai compris dans ce métro, c'est que mes fautes n'étaient pas mes ennemis. Elles étaient les pierres sur lesquelles je construisais mon chemin. Et ce chemin, même semé d'embûches, m'a mené vers une liberté que je n'échangerais pour rien au monde. Alors, imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, parlant avec fluidité, voyageant sans crainte, osant exprimer vos pensées les plus profondes dans une autre langue. Tout ça peut devenir votre réalité, à condition d'oser aujourd'hui, de commencer avec vos erreurs et de ne jamais arrêter d'apprendre. Voilà, vous connaissez maintenant mon histoire. Ce jour dans le métro parisien restera gravé en moi comme l'un des moments les plus humiliants, mais aussi l'un des plus formateurs de ma vie. J'ai compris que mes fautes n'étaient pas un obstacle, mais un passage obligé. J'ai compris que le silence est plus dangereux que l'erreur. Alors, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, osez parler. Même avec des fautes, même avec un accent, parce que chaque mot prononcé est une victoire. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Chaque petite phrase, chaque conversation, chaque essai vous rapproche de la fluidité. Et croyez-moi, un jour, vous regarderez en arrière et vous rirez de vos hésitations, comme moi aujourd'hui. Si mon histoire vous a inspiré, si elle vous a donné un peu de courage pour continuer votre propre voyage en français, alors je vous invite à faire 3 choses simples. Likez cette vidéo pour me soutenir, partagez-la avec un ami qui apprend le français, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et conseils. Parce que ce voyage, nous le faisons ensemble. Et chaque étape, même difficile, peut devenir une leçon précieuse. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Et souvenez-vous, vos erreurs sont vos meilleurs alliés.